Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de la saison Leçons d'écriture. Aujourd'hui, on va parler de poésie. Qu'est-ce que la poésie? Qu'est-ce qu'une bonne poésie? Comment devient-on poète? Pour en parler avec nous, le poète, novelliste, journaliste culturel et professeur d'université Marc-Xavier. Il est l'auteur de recueils de poésie et de livres pour enfants. Bonjour Marc-Xavier. Bonjour Marc-Sony Rico et bonjour à tous les auditeurs du podcast. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Vous êtes l'auteur de Les 7 couleurs du sang, Soleil, cailloux blessés, Chanson pour Amadoué, La mort, Pays de paille et autres textes, et La mer pour partage. Qu'est-ce qu'une bonne poésie pour vous, Marc-Xavier? Moi, je suis de ceux qui attendent qu'une inspiration, qu'une envie impérieuse me secoue et m'oblige à écrire. Le texte s'impose de lui-même, commence à tourmenter mon esprit, à me battre les tympans, et je suis obligé de l'accoucher pour que ma tête n'explose pas. Et j'ai toujours suivi ce conseil de André Breton dans le manifeste du surréalisme: tais-toi quand tu cesses de ressentir. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui écrit de la poésie sur commande. Je ne suis pas quelqu'un qui dit, bon, je dois publier absolument un recueil de poèmes tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Moi, j'écris quand le besoin se fait vraiment impérieusement sentir. Bon, disons, je n'ai pas une méthode, mais je pense que à la longue, inconsciemment, j'ai développé un système et une conception de la poésie. Selon moi, et c'est ce que j'ai enseigné également comme professeur de littérature, dans le cours de genre littéraire à l'école normale supérieure, il y avait une séquence consacrée à la poésie, et j'ai toujours enseigné à mes étudiants que pour moi, la poésie, il y a 3 principaux éléments constitutifs de la poésie. La musique, un peu comme Verlaine le disait, de la musique avant toute chose. La musique, le rythme, les sonorités, les allitérations, le choix des mots pour leur musique, les images, le langage poétique, selon moi, doit être plus ou moins imagé, plutôt que moins. Je suis un baudelairien, adepte par exemple, j'aime beaucoup les images baudelairiennes, les images selon la conception de Pierre Reverdy, et même dans la poésie classique, même chez Ronsard, même chez Racine, il y a la présence plus ou moins constante des images. Et le 3e élément, qui n'est pas un élément formel, peut-être pas forcément un élément visible, il faut que la poésie réveille chez le lecteur une certaine émotion. Un poème, c'est une émotion qui se transmet d'un homme à un autre homme, d'un humain à un autre humain. Ça parle de la mort, de la douleur, de la souffrance, de la vie. Donc, il faut qu'il y ait ce vécu, ces émotions derrière les mots, derrière les formes. Sans l'émotion, je ne dirais pas les sentiments, donc la poésie n'est pas forcément sentimentale, mais sans les émotions humaines, la poésie ne serait que forme, que formalisme. Et quand on parle d'une poésie, quand on parle de formalisme, ce n'est pas un éloge, ce n'est pas un compliment. Donc, sans les émotions, la poésie n'est que forme. Et après toutes ces caractéristiques, quels sont les poèmes qui vous ont marqué, qui ont ces caractéristiques? Des vers, par exemple. Bon, j'ai parlé de Baudelaire, par exemple.
L'homme et la mer de Baudelaire, l'Albatros, Élévation de Baudelaire, il y a la musique, il y a des images, etc. Il y a Paul Éluard, il y a d'Avertige. Donc, il y a ces caractéristiques, on les retrouve chez de nombreux poètes. Et c'est justement pour ça que leurs œuvres sont poétiques. Disons, être poète n'est pas réservé à quelques-uns. Et ça peut même arriver dans un texte qui ne porte pas l'étiquette de poème, on retrouve de la poésie. Ma dernière chronique, je l'ai faite sur un récit de Pierre-Richard Narcisse, Des pas Clérénise. Mais en chemin, je découvre, mais ce n'est pas un récit. C'est une œuvre poétique de haut niveau qui fait sonner, qui fait chanter la langue créole. Voilà, Pierre-Richard Narcisse, c'est un poète qui a été révélé à l'âge de 18 ans, en 1979, a publié en 80 jusqu'à 83 trois recueils de poèmes et qui a disparu. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'un poète qui s'appelle Pierre-Richard Narcisse. Mais en lisant Des pas Clérénise, j'ai retrouvé la puissance, disons, la beauté du langage poétique de Pierre-Richard Narcisse dans un texte soi-disant narratif. Et vous êtes comme ça aussi, vous n'êtes pas trop présent dans le milieu culturel, dans les activités, vous faites des conférences, vous animez des ateliers en province, mais vous n'êtes pas trop présent, vous ne parlez pas dans la presse tout le temps. En tout cas, je suis quand même présent, je n'ai jamais disparu. J'ai pendant longtemps animé des émissions sur les livres à la radio. J'ai enseigné à Port-au-Prince, au secondaire, à l'université. Donc, je ne suis pas quelqu'un comme Rimbaud, par exemple, il y a un certain moment, est allé en Afrique, a disparu, ou comme Valéry. Paul Valéry, c'est un auteur qui a passé des années, une vingtaine d'années, sans écrire de la poésie. Et c'est sur demande de André Gide qu'il a recommencé à écrire et il a produit un long poème qui s'appelle La Jeune Pâque. Donc, il y a quand même des poètes beaucoup de poètes qui ont connu des éclipses et, disons, peut-être qui n'ont pas été inspirés, qui n'ont pas été motivés pendant un certain moment et qui, à un moment de leur vie, sont revenus à la poésie. Mais est-ce que, selon vous, la poésie doit-elle toujours avoir un message ou peut-être simplement être une expérience esthétique? Et je l'ai dit tantôt, et c'est exactement ce que j'ai voulu dire, la poésie, selon moi, pour qu'elle parle, pour qu'elle intéresse les lecteurs, pour qu'elle remue les lecteurs, je pense que la poésie doit remuer le lecteur. Disons, la poésie, c'est une formule brève, mais fulgurante, qui a ce pouvoir de remuer profondément le lecteur. Donc, dans les temps nouveaux, dans les temps modernes, actuellement, la poésie circule dans les chansons, dans le rap, dans le slam. Il n'y a pas une seule façon de véhiculer la poésie. Mais la qualité esthétique, la forme poétique, la qualité esthétique doit y être. C'est pourquoi j'ai parlé de ce côté musical et cette recherche d'images, d'émerveillement. On doit dire le monde, mais pas de manière courante et banale. Il y a cette recherche de la fulgurance. D'ailleurs, c'est le titre d'un texte de Bonnel Auguste. Je crois,
ou de Gary Augustin, c'est en noir et bonne fulgurance. Donc les images doivent nous révéler le monde d'une autre façon. Et la musicalité du texte poétique doit nous entraîner. Cette musicalité, le rythme, les assonances, les allitérations, c'est comme des formules magiques, mystérieuses qui nous entraînent avant même qu'on comprenne. Mais en fin de compte, la poésie doit dire quelque chose. Pas forcément un message politique, philosophique, prophétique, mais la poésie, c'est un dialogue d'une âme à une âme. Donc ça doit me dire quelque chose. Quand je lis Paul Éluard qui parle de la courbe de tes yeux, fait le tour de mon cœur, de noces et de douceur, bon, disons, il parle d'amour, ou bien tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard, etc. Disons, Éluard parle d'amour, de quelque chose qui me touche, mais d'une manière magnifique. Donc la manière doit y être, mais il doit y avoir forcément quelque chose qui parle à mon âme. Et quel conseil pour les jeunes qui veulent écrire de la poésie? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bon, généralement, je n'aime pas donner de conseils, mais tout le monde sait que pour écrire, on doit lire. On doit s'imprégner. On doit s'imprégner de poésie. Il y a des chansons en créole, en français et dans d'autres langues que je maîtrise moins qui sont d'authentiques poèmes, sans compter des poèmes, par exemple comme ceux d'Aragon ou bien les poèmes haïtiens utilisés par Ouli Saint-Louis-Jean. Il y a des poèmes qui ont été mis en musique. Donc, écouter certaines chansons peut être un moyen de s'initier à la poésie, de voir comment fonctionne cet art, qui a ses critères, qui a ses règles. Et ici, dans mon travail à C3 Éditions comme juré du prix Lamarante, il m'arrive de lire des recueils de poèmes qu'on propose sans y trouver une goutte de poésie. J'ai dit, cette personne-là ne sait pas ce qu'est un poème, comment on fait la poésie. La poésie, c'est quand même un art millénaire, avec une tradition, avec des révolutions, des changements. La poésie selon Boileau, là, n'est pas la poésie selon Verlaine. Boileau disait ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est la clarté recherchée par les classiques. Alors que Verlaine, dans son art poétique, disait « Rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis ou précis se joint. » Et Mallarmé disait que tout art doit s'entourer de mystère. Alors c'est la conception de Verlaine, de Mallarmé à la fin du 19e siècle. Et les surréalistes vont aller encore plus loin. Il y aura disons pour les surréalistes, c'est l'écriture automatique. La parole doit être totalement libérée de toute contrainte esthétique ou morale. C'est ce que André Breton a dit dans le manifeste. Mais parmi les surréalistes, il y a Louis Aragon, qui en 1940 est revenu à la rime, à l'écriture poétique versifiée, rimée, un peu la tradition. Donc, la poésie, c'est un art qui repose sur une longue tradition et chaque nouveau poète va puiser dans la tradition les éléments qui correspondent à ce qu'il cherche et ajouter quelque chose qui lui est propre. Bon, je ne vais pas livrer tous mes secrets de fabrication, mais à l'âge de 15-16 ans, j'ai lu beaucoup de classiques, surtout les poètes romantiques, de Victor Hugo, Alfred de Musset, Alfred de Vigny,
et Lamartine, pour arriver à Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Bon, c'était dans le manuel Lagardère Michard du 19e siècle que j'ai découvert d'abord les poètes romantiques, les parnassiens, et même Lautréamont, Jules Laforgue, et puis ensuite j'ai découvert les surréalistes, et j'ai devant moi toute l'histoire de la poésie depuis le Moyen-Âge jusqu'aux lettristes. Il y avait un courant qui s'appelle les lettristes avec Isidore Isou, mais ça n'a pas marché. Parce que les poèmes lettristes, justement, ne disent rien. Un poème qui ne dit rien ne va toucher personne. Ce n'est pas avec les prouesses esthétiques. On peut faire toutes les prouesses esthétiques si le poème ne dit rien, ne parle pas à mon âme en tant qu'être humain. Pour moi, ce poème est nul et non avenu. Tout à fait. Il y a cet extrait de Christian Bobin que je vais lire avant de poser la prochaine question. Un auteur que j'aime beaucoup qui fait de la poésie sans écrire des poèmes. Voilà. Tout à fait. Et voilà un exemple. Aujourd'hui, mon amour, je suis trop fatigué pour t'écrire. Tu trouveras dans ton cœur une lettre de plusieurs pages, remplie de silence. Mais voilà de la poésie. Disons, il y a une forme, il y a une manière de dire assez particulière, une délicatesse, une finesse, et puis il y a la musique aussi, quand même. On n'est pas obligé de faire des vers pour qu'un texte soit musical. Un texte en prose, par exemple la prose de Chateaubriand, la prose de Jean-Jacques Rousseau est musicale et poétique. D'ailleurs, il y a aussi les poèmes en prose de Baudelaire, de Rimbaud et de beaucoup d'autres poètes. Donc, il y a aussi la poésie en prose. Donc, on n'est pas obligé de faire des vers, mais prenons par exemple Enivrez-vous de Baudelaire. C'est un poème en prose et c'est un poème qu'on aime beaucoup parce que ça nous dit, il faut que ça dise quelque chose. Le format, l'art pour l'art, pour moi, ça ne me touche pas. Et ce n'est pas sans raison que ce courant du 19e siècle, qu'on appelle le Parnasse, c'est ce courant qui, je ne dirais pas qui a donné de moins bons poètes, mais dont les poètes ont le moins survécu. Parce que eux, ils pratiquaient de l'art pour l'art. L'art l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle, marbre, onyx, émail, etc. C'est la conception de Théophile Gautier, qui est un des maîtres de la poésie parnassienne. Mais la poésie parnassienne, on n'en lit plus, on n'en parle presque plus, parce que justement, ça voulait reposer uniquement sur la manière, sur la beauté des vers, etc. Et on s'occupait très peu de ce que le poète disait. D'ailleurs, c'était une réaction contre les romantiques qui déballaient leurs secrets, qui ouvraient leur cœur sur la place publique. Le Parnasse, c'est une réaction contre le lyrisme à outrance des romantiques. Mais le Parnasse, c'était un autre excès, justement l'excès de formalisme, et ça n'a pas vraiment marché. Baudelaire est sorti du Parnasse. Baudelaire était très grand manière de forme, mais il n'est pas resté là. Donc Baudelaire, c'est quelqu'un qui a mis dans la poésie toutes les contradictions de son être, de son cœur, de son âme. Baudelaire n'est pas qu'un formaliste. Et dans la foulée de Baudelaire, il y a eu le symbolisme. Et le symbolisme, justement, qui repose sur les symboles, les images. Et Baudelaire a non seulement reconnu, mais il a mis en avant l'importance de l'image dans la poésie. Et l'importance de ces symboles va être revendiquée par les symbolistes. Et même les surréalistes vont aller plus loin. Ils vont parler du stupéfiant image.
un usage irraisonné de l'image, sans contrôle. Comment trouver sa voix en tant que jeune poète? Parce que tous les poètes ont une voix. Comment la trouver? Ben, on va faire comme les chanteurs. On trouve sa voix en chantant, en travaillant sa voix, en pratiquant, en apprenant. Mais on découvre la poésie chez les autres poètes. On commence par imiter les poètes qu'on aime. Et puis, en écrivant, on trouve sa voix. Un poète trouve sa voix en écrivant. Et même si je ne pratique pas, je donnerai ça comme conseil. Je pense que ce serait bien d'écrire le plus souvent possible, d'écrire tous les jours, si c'est possible. C'est comme le footballeur qui devient un grand footballeur en s'entraînant régulièrement. Un poète trouve sa voix en écrivant. Et même moi, par exemple, quand je passe des temps sans écrire de la poésie, je ne dirais pas que je recommence à zéro, mais je me mets à réapprendre, à retrouver la main. Parfois, on perd la main parce qu'on ne pratique pas, mais on peut, pour retrouver les gestes, pour retrouver les mécanismes, les réflexes, on doit pratiquer, se mettre au travail régulièrement. D'ailleurs, dans tous les domaines, le talent ne suffit pas. C'est le travail qui mène aux grands résultats, aux grandes réussites. C'est valable pour la poésie. On peut avoir des moments de grâce, des moments où on sent que la poésie vient. Et par exemple, Idem de Davertige, ce recueil qu'il a écrit aux environs de 20 ans. Mais quand on entend les poèmes de Idem, c'est quelqu'un qui est en état de grâce qui a écrit certains poèmes. Mais en travaillant, je crois que chaque poète a de temps en temps de ces états de grâce. Mais parfois le travail aussi, le fait de se mettre au travail, de commencer un texte, et moi je commence à partir d'un rythme, quelques mots, quelques sons, et puis je commence à écrire, et puis ça vient, c'est qu'une pompe qu'on amorce. Au début il n'y a pas d'eau, mais on met un peu d'eau pour amorcer, et puis l'eau vient, l'eau coule, et puis ça c'est comme, bon, disons, on disait que c'est le Dieu qui nous possède, mais on sait que ce n'est pas un Dieu, c'est un mécanisme mental, c'est notre inconscient qui est éveillé, c'est notre inconscient qui est mis en branle, et les mots viennent de manière presque automatique. Je pense que ça arrive à presque tous les poètes. À un certain moment, on a peiné pour commencer, mais à un certain moment, ça coule. Ça vient tout seul de manière presque automatique, mais c'est parce que quand même si les poètes anciens ne s'en rendaient pas compte, mais dans l'écriture, il y a quand même une assez grande part d'inconscient. Il y a plein de choses qui viennent de l'inconscient, et moi, il m'arrive d'écrire des poèmes. C'est après avoir écrit le poème, en le lisant, je me rends compte de ce que j'avais dit, mais je n'avais pas ça en tête. Les mots sont venus, se sont agglutinés, agglomérés, ont formé un tout cohérent, sans qu'au départ, j'avais conçu clairement, comme disait Boileau, ce que j'allais écrire. Il y a des choses qui viennent de manière automatique. Mais il faut que l'écriture soit mise en branle. Des fois, quand je suis en train d'écrire un texte, je me réveille en pleine nuit. Il y a un vers, une idée qui me vient en tête, et je me réveille
en sursaut pour aller chercher mon cahier ou bien une feuille de papier pour noter ce qui m'est venu en pleine nuit. Et des fois, quand c'est au moment où j'ai une compagne, des fois, elles sont inquiètes parce que je suis vraiment dans un état de fièvre. Il y a des choses qui me viennent et à n'importe quel moment du jour, de la nuit, je dois les écrire. Il y a des trucs qui me viennent en marchant. Et assez souvent, j'ai failli me faire écraser par une voiture dans les rues de Port-au-Prince parce que j'avais des idées, des vers qui me venaient à la tête et je les répétais pour ne pas les perdre. Il m'est arrivé de perdre des vers magnifiques. Le vers vient dire, mais c'est beau, et puis arrivé à l'endroit où je pourrais les noter, je cherche, et a disparu. Et il me reste ce sentiment que j'ai perdu quelque chose d'extraordinaire. Bon, maintenant, comme on peut noter des trucs sur son téléphone, en marchant, quelque chose me vient à l'esprit, je peux noter ça sur mon téléphone. Merci beaucoup, Marc-Xavier. Merci, Maxoni. Merci d'avoir pensé à moi pour me sortir de mon trou. Merci, c'était avec nous le poète Marc-Xavier. C'était le dernier numéro de la saison Leçons d'écriture. À bientôt.